Donc bonjour et merci d'être venus aussi nombreux. J'aimerais avant de commencer remercier les organisateurs de cette conférence, surtout les organisatrices avec qui j'ai été en contact pour faire tout ça. Ensuite j'aimerais m'excuser avant de commencer si peut-être j'enfonce quelques portes ouvertes pour certaines personnes qui sont dans l'assistance. Il faut savoir que le fait de lier la Chine, les théories postmodernes et postcoloniales et la globalisation sont un domaine relativement neuf. Voilà, donc je m'excuse si pour certains j'enfonce des portes ouvertes. Voilà, donc j'ai appelé cette intervention La Chine et la nouvelle condition de l'intellectuel global, une introduction aux travaux d'Arif Dirlik. La discussion qui suit part d'un constat. Malgré la disponibilité croissante d'informations sur la Chine, il semble qu'une part d'impensés ou de préjugés l'emporte toujours sur une vision claire des questions que soulève le développement de cet immense pays. Or, la globalisation de l'économie, des savoirs, de l'information, rend caduque une telle situation. La Chine, aujourd'hui, n'appartient plus exclusivement aux sinologues. Elle doit, pour répondre au thème de cette journée, sortir d'un double exotisme spatial et temporel, lié tant à son histoire et à ses développements géographiques récents qu'à l'histoire de la Chine dans les sciences humaines et sociales. Enfin, elle doit s'ouvrir comme sujet de recherche sur les problématiques plus générales du fonctionnement de la marche du monde. En effet, accepter le statu quo de l'ignorance réciproque serait faire preuve d'une paresse intellectuelle coupable à l'heure où la République populaire de Chine cherche à imposer partout un modèle autoritaire de développement qui désormais affecte notre quotidien. En effet, au-delà des conséquences sociales et écologiques catastrophiques du développement chinois, la séduction de l'effet Chine vient aujourd'hui saper jusqu'au principe même de la démocratie, qu'elle éreinte en brandissant la nouvelle doxa de l'efficacité économique. Déterminer des perspectives d'analyse nouvelles, qui, en sortant la Chine de la sinologie des fumisteries culturelles de salon, associées de raison à la cupidité coupable des tenants du discours managérial globalisé, nous permettront de crier à nouveau « le roi est nu » pour repartir sur des bases de discussion, de travail et de recherche plus saines. Pour effectuer ce glissement de perspective, j'ai puisé mon inspiration dans les travaux d'Arif Dirlik. Sinologue, historien des idéologies et critique social américain d'origine turque, Arif Dirlik a en effet une parole doublement performante. Post-colonial dans l'université américaine, il possède et cultive un regard particulièrement sensible aux enjeux de la diffusion globale des savoirs et aux mécanismes de domination culturelle en jeu dans le monde contemporain. Universitaire américain dans le post-colonial, il sait conserver la distance critique indispensable à toute entreprise intellectuelle, distance trop souvent évacuée dans l'émotionnalité identitaire en jeu dans les recherches postcoloniales. Ses positions sur les développements contemporains du monde chinois, et au-delà de l'Asie en général, offrent ainsi une distance unique pour voir et entendre à nouveau frais les enjeux chinois, mais pas seulement, de la globalisation, et fournissent des outils neufs pour interpréter ce qui se passe derrière la vitrine des tours en verre et des enseignes lumineuses de la Chine nouvelle. Ce faisant, il redéfinit les missions de l'intellectuel, chinois, mais pas seulement, dans un monde dont les paradigmes historiques sont présentement reconfigurés par les renouveaux épistémologiques nés de la fin du colonialisme et de la mondialisation du capitalisme. Après un bref survol de la situation chinoise, je voudrais revenir sur les 3 dates qui ont transformé la Chine contemporaine. La discussion s'intéressera ensuite à 2 phénomènes corrélés. À un renouveau confucéen initié en grande partie par les succès économiques des sociétés d'Asie orientale dès la fin des années 1970, est en effet venue s'agréger l'idée plus récente qu'il existerait un modèle chinois de développement offert à l'émulation. Une affirmation qui ne va pas sans soulever quelques paradoxes. Ainsi, cette discussion est une tentative d'éclaircir les liens qui existent entre le renouveau confucéen, le soi-disant modèle chinois et la globalisation. La République populaire de Chine, c'est à peine 7% de la surface agricole utile mondiale pour nourrir un peu moins de 20% de l'humanité. Des chiffres qui rappellent la tension constante dans laquelle vit le pays
et qui montre en particulier tous les enjeux qu'impose cette rareté des terres cultivables face aux réquisitions par les autorités de surfaces exploitables à des fins commerciales ou industrielles. Source infinie d'enrichissement et de corruption, le pillage des terres agricoles a aussi permis de convertir la main-d'œuvre rurale dépossédée en une armée de besogneux bon marché cruellement exploités, qu'on appelle les paysans ouvriers ou les travailleurs migrants. Ce sont eux qui ont permis la phase de décollage du capitalisme chinois, une pratique que le géographe David Harvey appelle l'accumulation par dépossession et qui n'est pas spécifiquement chinoise. À cela, il faut encore ajouter deux chiffres que tout le monde connaît. La Chine est depuis juillet 2010 la deuxième économie mondiale. La Chine est en même temps au 96e rang en ce qui concerne le produit intérieur par habitant. Deux chiffres largement relayés par les médias qui offrent une nouveauté pourtant peu commentée. La Chine peut être considérée comme le premier pays riche-pauvre. Le fossé entre les deux classements est un indicateur flagrant d'une polarisation sociale sévère qui interroge immédiatement les orientations stratégiques du développement chinois, en même temps qu'il met en doute sa pérennité. Néanmoins, le Parti communiste chinois compte aujourd'hui 80 millions de membres. Il fonctionne comme la plus grande entreprise du monde, dont tous les plus hauts dirigeants sont milliardaires en dollars. Il possède la capacité de mener de front des politiques de développement efficaces, sans concertation, et peu entravées par des considérations de droit ou de légitimité électorale. Cette particularité politique donne paradoxalement du développement chinois une image suffisamment positive pour entendre régulièrement les laudateurs du régime affirmer de manière assez insolente que ce qui permet à la Chine de fonctionner, c'est son déficit de démocratie. Ainsi, comme l'analyse avec pertinence Arif Dirlik, ce qui a changé, c'est que désormais, les réponses répressives au mécontentement populaire semblent consolider le pouvoir du parti, bien plus qu'un quelconque mouvement vers plus d'égalité et de démocratie ne semble le tempérer. C'est pour cela qu'il est important de se rappeler que ce qui est en jeu ici, ce qui est en danger, ce n'est pas l'autoritarisme qui se porte comme un charme, mais bien la démocratie et l'idée de bien public. La Chine peut en effet aujourd'hui se permettre de donner des leçons de gouvernance à des démocraties aux économies fatiguées, coupables d'avoir trop longtemps utilisé maladroitement et avec un certain cynisme les droits de l'homme comme une carte du jeu économique. Pourtant, souvenons-nous, il y a un peu plus de 20 ans, le monde civilisé faisait la leçon à un gouvernement chinois qui venait de se débarrasser par la violence d'un mouvement pacifique qui demandait déjà plus de justice sociale et moins de corruption. Entre le 4 juin 1989 et aujourd'hui, c'est donc joué un renversement de perspective sur lequel je vous invite à revenir. Dans cette optique, la Chine que nous connaissons est le résultat de la décision en 1978 d'intégrer progressivement le pays au système monde capitaliste après une tentative avortée et douloureuse de socialisme réel. Cette intégration se fait de manière heurtée pendant une première décennie de réformes qui rencontre en même temps les réticences de la vieille garde politique et les contradictions inhérentes à la sortie de l'économie planifiée. 1989 est une année charnière en Chine et dans le monde. En Chine, c'est le développement et la fin tragique d'un mouvement populaire construit avant tout contre les inégalités, la hausse des prix, le chômage et la corruption. Les manifestations de la place Tiananmen seront également le départ de la vague aussi foudroyante qu'imprévue qui entraînera la fin de la guerre froide et la chute des pouvoirs communistes en Europe centrale et en Russie. Enfin, c'est à partir de 1992 et du voyage dans le sud d'un Deng Xiaoping vieillissant que vont être relancés avec une vigueur sans précédent le processus de réforme et d'adaptation de l'économie chinoise aux exigences du capitalisme globalisé, qui aboutira 10 années plus tard à l'intégration du pays dans l'Organisation mondiale du commerce. D'une manière assez logique, quoique inattendue, ce qui se développe en Chine, mais pas seulement, entre la répudiation des projets révolutionnaires et la mondialisation du capitalisme, est une multiplication de revendications sur les manières de savoir que le régime de la modernité issue des Lumières européennes du XVIIIe siècle
avait étouffé sous une conception univoque et indiscutable de l'universel. C'est à partir de 1989 que vont se rencontrer en Chine différents discours théoriques issus de la critique littéraire assez justement captés en Chine sous le vocable générique de postologie, ou discours post. Un terme qui regroupe assez bien, non sans une pointe d'humour, les diversités thématiques et sémantiques des discours postcoloniaux et postmodernes, et plus globalement, tous les discours qui remettent en question la modernité des Lumières européennes. L'arrivée à maturité de ces discours théoriques, qui désormais norment l'université globalisée, vont avoir une importance décisive sur la reconstruction de la scène intellectuelle et politique chinoise suite aux cataclysmes nationaux et internationaux de 1989. D'un point de vue purement intellectuel, la déconstruction et les théories postmodernes offrent en effet des outils conceptuels qui permettent de renouveler les réflexions sur la modernité, l'identité ou la culture chinoise, tout en les intégrant au vocabulaire mondial de la pensée critique. Dans le monde académique chinois, c'est le moment où Foucault, Deleuze, Rorty ou Habermas vont remplacer Nietzsche, Marx, Hegel ou Sartre. Une partie de l'intelligentsia chinoise va s'emparer de ces nouveaux discours, une génération d'intellectuels plus jeunes qui n'a pas connu les vicissitudes du maoïsme. Souvent issue de l'université américaine, cette génération est impatiente de mettre au service de la puissance chinoise retrouvée les outils intellectuels qu'offrent les discours postmodernes. Ils veulent lutter contre une hégémonie occidentale qu'ils estiment omniprésente et qui prolonge une crise déjà ancienne des représentations de leur propre culture. Ce rejet de l'Occident hégémonique leur faisant paradoxalement négliger de déconstruire dans le même temps les relations de pouvoir et d'hégémonie en jeu au sein de la société dont ils font eux-mêmes intégralement partie. Le vocabulaire postcolonial profite ainsi à la rhétorique officielle et permet de dépasser le simple appel à l'émotion populiste du vocabulaire patriotique. Ce partage terminologique est rendu possible par une simplification lexicale des concepts de base du vocabulaire postmoderne. Impérialisme, colonialisme, hégémonie. Un glissement sémantique qui avalise le mélange du politique et du culturel par l'utilisation de concepts postcoloniaux dans un sens détourné de leur usage. À une reconfiguration en profondeur des contenus du discours politique autour d'une critique sévère des Lumières, est venu se greffer un discours nationaliste renouvelé par l'apport théorique des discours postmodernes qui a permis la réaffirmation de la valeur de traditions anciennes en tant que vecteur de progrès et de réussite économique sur le modèle de développement paternaliste et autoritaire des 4 dragons, Taïwan, Corée du Sud, Hong Kong et surtout Singapour. Il faut noter qu'une contradiction majeure du monde chinois contemporain réside dans cette résurgence de traditions natives, traditions vouées aux hégémonies par tous les grands discours modernisateurs du XXe siècle, marxiste, libéralisme ou nationalisme. Ce qui change, ce n'est pas tant le contenu du confucianisme que l'évaluation de ce contenu au regard de la question de la modernité. En un rien de temps, ce qui avait longtemps été perçu comme un obstacle irrémédiable au développement était transformé en une force dynamique de cette modernité et en modèle à imiter. Une renaissance qui coïncide peu ou prou avec la fin de la séquence révolutionnaire symbolisée par la mort de Mao et la mise en crise du paradigme historique basé sur la téléologie de la révolution. La logique voudrait que ce renouveau de la tradition entraîne la remise en question d'une identité socialiste construite sur la négation de l'ensemble de la tradition. C'est dans cette analyse que se dévoile toute la radicalité de la parole d'Ariel Dirlich, puisqu'il va jusqu'à conclure que derrière ce prétendu renouveau, artifice identitaire du nouveau discours nationaliste, on sent poindre l'idée que ne se formalise pas ici une adaptation du capitalisme mondial à des spécificités culturelles, mais inversement, l'ajustement d'un système de valeurs aux recommandations d'un capitalisme mondialisé dont le projet développementaliste sous-jacent fournit l'agenda. La globalisation, en coïncidant avec le désenchantement à l'égard de l'universalisme eurocentré, ouvre en retour des espaces pour repenser des voies alternatives de savoir. Cette provincialisation de l'Europe n'en est pas moins une conséquence de l'universalisation des savoirs et de leur réappropriation
par différents univers intellectuels et sociaux qui ne reconnaissent plus le monopole euro-américain sur l'épistémologie. Arrive Dirlich décèle là un autre paradoxe. Si la modernité globale peut être considérée comme la fin des hégémonies coloniales, c'est quand même elle qui a permis le plongeon de l'ancien colonisé dans une forme de modernité. Or, on peut très bien considérer la modernité globale comme une universalisation et un approfondissement du colonialisme par l'internalisation globale des postulats d'une modernité capitaliste étroitement liée au colonialisme. De cette ambivalence surgit la possibilité que notre présent, de l'internationalisation du capital aux migrations humaines et aux conflits culturels, soit plus qu'une simple décolonisation, une reconfiguration du colonialisme. En prolongeant ce raisonnement, Arrive Dirlich soutient que la réaffirmation des traditions, autorisée par la fin de la mainmise de l'universalisme euromoderne sur l'épistémologie, justement, prend souvent la forme de leur adaptation, soumission, assujettissement aux exigences du capitalisme global. Et de conclure avec lui que, ouvrez les guillemets, qu'il soit une idéologie du commerce, une discipline académique ou une source de l'identité nationale, le destin du confucianisme dépend de son potentiel commercial sur le marché mondial des produits culturels. Un destin qu'il partage avec d'autres traditionnalismes résurgents de la modernité globale. Fermez les guillemets. En renonçant à la téléologie eurocentrée de la modernisation, la globalisation crée la possibilité de trajectoires nationales particulières dans le déploiement de la modernité. Ce qui distingue notre temps des temps passés réside dans la volonté d'écouter aujourd'hui l'invocation d'héritage culturel, non en tant que réponse réactionnaire à la modernité, mais en tant que condition même de la modernité globale. Ce processus d'extraversion culturelle ne peut s'appuyer sur des notions réifiées, figées et totalisantes de la tradition. Arrive Dirlich perçoit cependant, dans ses tentatives d'appropriation de la modernité, la prégnance sans partage d'une idéologie du développement qui a diffusé de manière globale la foi en un avenir meilleur et l'idée saugrenue que les défauts de ces excès seront résolus par davantage de développement. Comme s'il fallait boire du poison pour étancher sa soif. Pour Arrive Dirlich, c'est davantage dans une réfutation radicale de la croyance à un développement sans limite qu'il faut entrevoir les possibilités d'une refondation plus égalitaire de l'ordre mondial. Cette renaissance de traditions natives comme source de modernité alternative, puisqu'elle ne questionne jamais les buts et les outils du développement, se retrouve ironiquement à jouer un rôle de figuration symbolique de la différence, sans aucun contenu substantiel. Ainsi, même si l'État colonial a largement disparu, le monde présent, dans sa cartographie politique et ses inégalités de développement, reste notablement un produit que la modernité européenne a imposé au monde. Pour terminer, il est important de dire aussi que dans cette dissémination de revendications identitaires, l'unité de la culture chinoise sur laquelle Pékin rêve d'avoir le monopole a aussi rencontré de sérieux défis. Et l'espace qu'on appelle aujourd'hui la Chine culturelle est loin de se conformer aux vœux d'uniformité des dirigeants communistes. En République populaire de Chine même, la société évolue et s'organise comme elle peut. Elle lutte aux frontières d'un État qui traite toujours sa population soit comme un enfant, soit comme un danger, et qui sait parfaitement s'amuser avec sa propre légalité. L'espace culturel chinois s'est aujourd'hui libéré de l'exclusivité communiste sur la sinité, acte de violence épistémologique qui a voulu contraindre ces hybridités culturelles à la soumission ou à l'insignifiance, dans une redondance assez paradoxale de la geste coloniale européenne. Les chemins historiques et politiques d'espace de culture chinoise à la marge du centre pékinois sont à cet égard particulièrement intéressants, surtout si on y ajoute l'infinie diversité des diasporas chinoises qui, de la Thaïlande à l'Europe et jusqu'à l'université américaine, offrent une image éminemment positive de la pluralité des parcours chinois dans la modernité. À Hong Kong se développe en effet une société, certes libérale et policée,
mais où néanmoins ont su s'imposer un état de droit fiable servi par une justice indépendante, protégeant un espace public institutionnalisé. Une situation qui affirme chaque jour qu'une société où la presse est libre et les fonctionnaires juridiquement responsables devant leur public n'est pas, contrairement à la litanie pékinoise, un espace ingérable ou à la botte de l'Occident. L'île de Taïwan, de son côté, s'est considérablement éloignée du récit sinocentré du XXe siècle et montre aujourd'hui l'exemple réussi d'une évolution progressive vers la démocratie. L'île républicaine se porte ainsi résolument en faux contre deux mythes jumeaux exécrables. D'un côté, le discours entendu partout en République populaire d'une population chinoise qui n'aurait pas la qualité suffisante pour être démocrate, et son pendant culturaliste nauséabond, répandu dans les chancelleries et la mauvaise littérature, que les Chinois seraient intrinsèquement, essentiellement rétifs à la démocratie. Les exemples de Taïwan et de Hong Kong sont parlants malgré leurs limites. Différences de taille, de richesse, de parcours historique, problèmes de corruption, de pauvreté. Ils sont parlants donc malgré leurs limites en ce qu'ils invalident intellectuellement au quotidien le discours obsolète de l'autoritarisme pékinois. On le voit. En réinscrivant le renouveau ethno-épistémologique chinois dans la résurgence plus générale de revendications globales à des manières de savoir longtemps étouffées, Arif Dirlik nettoie le vernis essentialiste des spécificités chinoises pour renvoyer la Chine à sa difficile réalité de grand pays troublé, où les réponses aux questions soulevées par le développement sont nombreuses et complexifiées par l'abandon des promesses sociales du projet révolutionnaire. Ce faisant, il renvoie le cas chinois aux problématiques d'un mal-développement que rien ne semble à même d'arrêter et qui touche à des degrés divers l'ensemble du globe. Mégalopole polluée et surpeuplée, conditions de travail déplorables, marginalisation d'une partie croissante de la population, services publics, santé et éducation en tête abandonnés, polarisation sociale croissante, la Chine souffre des maux dont souffre le monde. Et le monde souffre des maux dont souffre la Chine. En effet, Chine, Turquie, monde arabe, Brésil, on sent partout confusément que dans les tensions populaires de plus en plus affirmées, fréquentes, violentes, se joue une anxiété commune, celle d'un avenir où l'alternative entre consommation sans fin, comme placebo de liberté, et revendications ethno-épistémologiques plus ou moins réactionnaires, de Confucius aux talibans, ne répond que très partiellement à de sincères aspirations à plus d'émancipation et de justice sociale. Arif Dirlik impose ainsi le détour par la Chine, non par souci d'exotisme, mais dans une nécessaire relecture de la réalité de la globalisation. En faisant entrer la Chine dans l'histoire contemporaine du système monde néolibéral, Dirlik nous fait sortir la Chine de la doxa culturaliste et du précaré des études chinoises. À l'heure où la chronophobie capitaliste essaye de nous enfermer dans un présentisme postmoderne, Arif Dirlik redéfinit en termes cohérents le sens de la mission de l'intelligentsia globale. Je ne pense pas qu'Arif Dirlik soit in fine ce que l'on appelle un postmoderne. Il est un historien et un critique social qui ne cabre pas devant les défis qu'impose la multiplicité des approches que les discours les postologies, sont venus apporter aux sciences humaines et à la discipline historique en particulier. Au contraire, il s'en empare pour élaborer une nouvelle perception globale du contemporain dans laquelle la Chine a sa place. Son objectif est ainsi d'éviter que la richesse de ses discours ne soit définitivement cooptée dans l'unique but de nourrir les refrains victimaires d'un nationalisme grégaire et finalement assez peu intéressant. En théorisant de la sorte la manière et les fins de l'intellectuel contemporain, Arif Dirlik redéfinit le rôle de l'intellectuel dans la globalisation. Je vous remercie.